Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent Pire que le mal, de Sylvain Forge, interprété par Nicolas d'Angoise. Prologue. L'heure de la fermeture approchait. Dans la fraîcheur du soir, sur la terrasse du restaurant, des photophores tournicotaient au-dessus des tables. Un répit après une journée de chaleur et de pollution. Le trentenaire, silhouette mince, barbe de quelques jours et chevelure négligée, ressemblait à ces routards qui écument la Thaïlande et qu'on trouve dans les hôtels bon marché de Khao San Road. Il venait de vider sa bière et contemplait la courbe du fleuve Chao Phraya. La lune brasillait à la surface. Les eaux avaient l'apparence d'une cuirasse d'écailles. Sur la rive opposée, on voyait les néons des hôtels Oriental et Shangri-La. Il était le dernier client, tous les autres étaient partis. Pour se dégriser, il se rendit à pied jusqu'à son boui-boui, installé près du quartier rouge de Bangkok. Des touristes plein les rues, idéal pour se fondre dans la masse. D'habitude, il empruntait un tuk-tuk et faisait des détours avant de rejoindre ses pénates. Prudence et précaution, sa devise quand il partait seul à l'étranger. Mais pas ce soir. Demain, il prendrait l'avion pour Paris. Fin du job, mission accomplie. Les documents avaient été expédiés par le canal habituel. Dans la cour de l'hôtel, un palmier expirait à l'ombre d'un immeuble grisâtre. Il faisait une chaleur de four. L'adresse était guest-friendly. Les prostituées étaient autorisées dans les chambres. La plupart des clients étaient là pour ça. Lui dormait avec des bouchons dans les oreilles. Il se foutait du reste. L'esprit embrumé, il peina à trouver ses clés. Dans la piole voisine de la sienne, musique techno et filles qui gloussent. L'alcool coulait à flot. Demain, je me casse. Dans la cacophonie ambiante, il ne remarqua pas les deux types qui remontaient le couloir dans sa direction. La clé entra enfin dans la serrure. Il abaissa la poignée quand un coup de matraque le fit tomber à genoux. Un grand feu blanc. Désorienté, il réalisa à peine qu'on le poussait à l'intérieur de la chambre. Une porte qui claque. Douleur. Chaleur. Bruit de pas sur le tapis. Ils sont plusieurs. Chuchotement. Putain. Deux types le prirent sous les bras et le traînèrent vers la salle de bain. Du sang lui brouillait la vue. Le froid du carrelage. Un goût de fer dans sa bouche. Nouveau coup de trick. Rideau. L'eau était glacée et ce fut comme si une décharge électrique le parcourait des pieds à la tête. Il voulait respirer, mais c'était impossible. Sa tête restait immergée. Il tenta de ruer, d'utiliser ses mains pour s'accrocher à quelque chose. Peine perdue. Il le tenait bien fermement et tout son corps était incliné vers le bas. Qu'est-ce que je fous dans ma baignoire ? La flotte cherchait à rentrer dans ses poumons. La panique s'empara de lui. Ce n'était pas une fillette, il avait du cran, mais ils étaient au moins deux, peut-être trois, à le maintenir dans l'eau du bain. Il se débattait avec l'énergie du désespoir. Ils enfoncèrent une nouvelle fois sa tête sous l'eau, et le jeune homme ne put résister davantage. L'eau se mit à envahir son nez et sa bouche. Impitoyable, elle inondait ses poumons. Son corps se convulsa. La souffrance était insupportable. Et c'est ainsi qu'il mourut. Benjamin Delmas considérait le ciel gris à travers la fenêtre de son bureau. Son reflet sur la vitre, brouillé par les gouttes d'eau, lui donnait du vague à l'âme. Encore une triste journée. Essaie de ne pas trop déprimer, pense au malade. Il sortit un mouchoir d'une poche de son vieux costume en velours et essuya la buée sur le verre de ses lunettes. Il avait 46 ans, mais en paraissait 10 de plus. C'était pourtant un bel homme. Une barbe taillée avec soin renforçait son ascendance espagnole. Voilà 15 ans qu'il travaillait comme médecin à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, une institution parisienne qui jouxtait l'hôpital Sainte-Anne. L'établissement traitait en urgence les personnes délirantes.
La plupart étaient ramassés par les patrouilles de police dans la rue. Au fil du temps, Benjamin s'était spécialisé dans les complications confuso-oniriques liées à l'alcool, délirium tremens, et les syndromes de Diogène, une pathologie singulière bien connue des services d'hygiène de la ville de Paris. Des malades, souvent âgés, qui accumulent chez eux un capharnaüm sans nom jusqu'à ne plus pouvoir faire le ménage, s'y laver ou y dormir. Pourquoi s'intéresser à pareil désordre, lui qui était méticuleux à l'extrême? C'était là un de ses paradoxes. Il fallait probablement chercher du côté de son enfance, comme toujours. Longue maladie de la mère, disparition soudaine du père. Benjamin regarda sa montre. 14 heures. On était jeudi. Il allait bientôt retrouver son public d'étudiants en psychiatrie, de criminologues et de policiers, venus assister à une présentation de malades. Rendues célèbres par Lacan, ces séances permettaient à l'auditoire d'entrer plus concrètement dans la compréhension des troubles psychiatriques. À l'issue, le patient était reconduit dans sa chambre et Benjamin procédait à un débriefing. La salle se remplissait lentement. Des rayonnages couraient le long des murs. Il supportait de vieux livres poussiéreux au titre énigmatique. Introduction à l'analyse existentielle, abrégé de chimiothérapie psychiatrique, discordance du sujet, syndrome de Gerstmann. Ailleurs, les portraits des anciens directeurs de l'infirmerie. Des étudiants présentaient leurs cartes à une secrétaire qui les faisait émarger sur une liste. Quand tout le monde fut assis, Benjamin s'installa sur l'estrade. « Vous allez faire la connaissance d'un homme. Nous l'appellerons Joe, car c'est ainsi qu'il s'est présenté. Hier, en fin d'après-midi, il marchait sans but au milieu des Champs-Élysées. Nous l'avons recueilli dans un état de grande agitation, mais aujourd'hui il se sent mieux. Il est prêt à nous raconter son histoire. » 2 infirmiers en blouse blanche firent entrer le marcheur. Benjamin l'installa en face de lui. Joe déclara qu'il s'était rendu dans la capitale pour se présenter aux élections présidentielles. Benjamin menait la discussion en utilisant le ton habituel. Il ne manifestait jamais la moindre surprise, même lorsque Joe évoquait les aspects les plus saugrenus de son délire. C'était un cas intéressant de fugue psychogène. Chaque année, ils étaient des dizaines à partir sur les routes, irrésistiblement attirés par la ville lumière. Certains montaient dans des bus ou des trains, d'autres s'en allaient à pied. Une fois, Benjamin s'était occupé d'une femme qui avait quitté sa maison en pleine nuit, une nuisette pour tout vêtement. L'entretien était terminé, Joe fut accompagné par les infirmiers. Benjamin fit quelques commentaires. Il essayait toujours de rester positif, n'excluant jamais la possibilité d'une amélioration, à défaut d'une guérison. « Vous avez remarqué combien de fois il m'a serré la main avant de partir ? J'en conclus que notre échange a été authentique. Joe n'a pas coupé tous les ponts avec la réalité. Il peut encore interagir, faire la différence entre son moi et l'extérieur. Tout ceci est fort encourageant. » Le cours toucha à sa fin. Il était fatigué. La secrétaire apparut dans l'encadrement de la porte. Il vit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Docteur, un jeune homme demande à vous parler. Je l'ai fait patienter à l'accueil. Je ne reçois pas les étudiants le jeudi, qu'ils prennent rendez-vous comme les autres. » Il rassembla ses papiers. « Il dit qu'il travaille au Quai d'Orsay. » Benjamin le trouva assis dans un fauteuil. Il jouait nerveusement avec sa cigarette. Un gamin. En voyant le psychiatre approcher, le jeune homme se leva. « Docteur Delmas ?» Benjamin le dévisageait avec curiosité. Les affaires étrangères ici. Il détestait les voyages. Sa passion à lui, c'était sa collection de livres rares, des ouvrages de médecine pour la plupart. Jean-Pierre Duthor, du CDCS. Benjamin serra la main qu'on lui tendit. De quoi s'agit-il ? Centre de crise et de soutien. On s'occupe de nos compatriotes en difficulté. Une pause. Le garçon tout sauta pour se donner une contenance. Puis-je vous demander, docteur, si vous êtes bien le frère de Lucas Delmas, né le 24 janvier 1985 ? Il haussa les épaules. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Le visage de Duthor était impassible. Pouvons-nous discuter dans votre bureau ? Je crains d'avoir une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le bureau de Benjamin. Une grande table impeccablement rangée et sur l'unique mur dépourvu de fenêtre, un portrait de l'expressionniste Egon Schiele. Pas de photos de femmes ni d'enfants, songea le fonctionnaire.
Pas un gramme de poussière non plus. Un vieux célibataire, maniaque. Il prit la chaise que lui tendit le psychiatre. « Redites-moi ce que vous faites aux affaires étrangères. » Duthor détestait ce genre de situation. Plus encore, il détestait son supérieur pour lui avoir confié cette besogne. Dernier arrivé, premier désigné volontaire. Il lui sembla que Delmas cherchait un répit, à moins que ce ne fût une tentative pour dissiper l'affreux malentendu. Duthor n'était pas dupe. Le psychiatre avait déjà compris que l'irréparable avait été commis et que, quoi qu'il en pense, il allait devoir vivre avec ça pour le reste de sa vie. Le fonctionnaire attrapa sa sacoche et sortit une chemise en carton. Un doigt sur la tempe, il cherchait le fil du petit discours répété dans le métro. « La cellule qui m'emploie s'occupe de nos compatriotes au-delà des frontières. » Benjamin fronça les sourcils. « Qu'est-il arrivé à Lucas ?» Duthor se lança. « Il y a une dizaine de jours, le consulat de France à Bangkok nous a adressé un rapport rédigé par la police touristique. Selon celui-ci, le corps d'un occidental aurait été retrouvé, sans vie. » Benjamin encaissa. L'identification a mis du temps. Si vous avez suivi l'actualité internationale, vous savez que les forces armées thaïlandaises ont mené un coup d'État et pris le contrôle du pays. La situation est chaotique. Nos services n'ont pas accès à toutes les informations. Duthor tout sauta de nouveau. Je crois qu'il n'y a guère de doute sur l'identité du corps. Votre frère portait un jean avec, dans une des poches, une carte de visite, celle d'un hôtel. L'adresse se trouve dans un quartier touristique de Bangkok. Il a suffi de consulter le registre à l'accueil. Un numéro du passeport correspondait bien à celui de Lucas Delmas. Une pause. Je suis sincèrement navré, monsieur. Recevez toutes mes condoléances. Incrédule, Benjamin ne prononça pas un mot. Des images défilaient devant lui. Le gamin en cravate avait disparu. À sa place, le visage de Marion, cette fille que Lucas lui avait présentée dans une crêperie de Rennes. Des trajets en car, médaille autour du cou, avec les copains du club de natation. Des détails, des émotions qui se télescopaient. Et cet après-midi à Séville, où les deux gosses s'étaient déguisés avec la tunique d'une confrérie de pénitents lors de la Semaine Sainte. Des bribes. C'était il y a si longtemps. Que lui est-il arrivé ? Voix blanche. Il semblerait que votre frère se soit noyé dans le Chao Phraya, un fleuve qui longe la partie ouest de Bangkok. Son corps a été repêché quelques jours après. Comment peut-on tomber dans un fleuve ? Il avait bu. Duthor haussa les épaules. Votre frère se trouve à la morgue de Bangkok. Je n'en sais pas plus. Une semaine dans la flotte. Vous n'avez plus vos parents, je crois. Vague hochement de tête. Oh non, Lucas. Je n'ai pas revu mon frère depuis des années. Entre nous, c'était compliqué. Le fonctionnaire patienta un instant avant de poursuivre. Je dois vous parler des démarches, même si le moment est difficile. Pour l'identification du corps, il ne sera pas nécessaire que vous fassiez le voyage. Notre attaché de police à Bangkok se procurera un cliché du visage et nous l'adressera par le réseau informatique de l'ambassade. Il vous suffira de venir à mon bureau, place Joffre. Vous signerez le procès-verbal en présence d'un policier. Il y aura une petite audition et c'est tout. Pour le rapatriement du corps, je vais vous expliquer comment vous mettre en rapport avec le consulat. Les mots atteignaient Benjamin à travers un mur de coton. Vous savez, monsieur, il y a beaucoup d'embarcations qui circulent sur le Chao Phraya. Des bateaux-bus, par exemple, qui relient le grand palais de Klong Bangkok Noi. Votre frère a pu glisser par-dessus bord en voulant prendre une photo. Tous les scénarios sont possibles. Benjamin frissonna. Il raccompagna Duthor avant de rejoindre son bureau. Il ferma la porte à clé, débrancha le téléphone et se laissa choir sur son fauteuil. Son esprit cherchait à rassembler les morceaux du puzzle. Après le suicide de leur père, Lucas avait pris le large. Aucun signe de vie depuis leur dernière dispute. Elle avait été d'une violence qui s'était mesurée au nombre d'années écoulées depuis. Des minutes passèrent. On entendait le bruit de la circulation qui parvenait étouffé du dehors. Une cloche sonna quelque part.
Benjamin ôta ses lunettes et les rangea délicatement dans leur étui. Alors seulement, il posa son visage dans ses mains et pleura en silence. Le périple en autocar sur les routes du district de Kasarkod avait duré une éternité. À cause du manque de place, Lucas était resté debout. Son dos était noué par les crampes. Arrivé à destination, il fit un geste au conducteur et regarda le bus s'éloigner en brinque-ballant. Le voyageur se trouvait à plus d'1 millier de kilomètres de la capitale indienne, au cœur de la province du Kerala. Un panneau rouillé indiquait la direction de Vanitamar, un village agricole. Il lui restait encore 2 heures de marche pour arriver à la frontière de la plaine centrale, sur les contreforts boisés et humides des Ghats occidentaux, un massif montagneux qui barrait l'horizon. Il marchait vite et la forêt ne tarda pas à l'avaler. De temps en temps, des caquettements étranges s'élevaient au sommet de grands cocotiers. La touffeur sous le couvert était pénible. Au bout d'1 heure, il s'accorda une pause près d'une rivière qui dévalait sur le bas-côté. Il sortit de son sac une gourde en métal et la remplit à ras-bord, avant d'y jeter un cachet de purification d'eau. Sur son poignet droit, un mince bracelet d'argent réfléchissait la lumière qui perçait les ombres épaisses formées par le chaos des branches au-dessus de sa tête. Devant, le chemin s'enfonçait toujours plus loin dans le cœur incertain des bois. Ses pensées tournaient autour d'une idée fixe, éviter la pluie en protégeant son appareil photo. Le soleil s'affaissait lentement, le paysage se teinta de bleu. Lucas espérait arriver avant la nuit et rencontrer au plus vite Jaya Pradre, un natif de Vanitamar, l'homme pour qui il avait fait tout ce chemin. Ils s'étaient rencontrés sur Internet, un forum consacré à l'utilisation des pesticides en Asie. Le premier courriel que Lucas reçut fut le déclic. « Tu me parles des résidus de pesticides dans les pommes que mangent les petits Français. Ce n'est rien à côté de ce qui se passe ici. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Personne n'ose rien dire. Les gens sont tous de pauvres paysans illettrés. Tu dois venir. » Les toits d'un gros bourg se découpaient dans l'obscurité naissante. Une brise s'était levée. Des herbes hautes et verdoyantes ondulaient avec ce bruit de sable dévalant la pente des dunes sahariennes. L'Afrique, un précédent voyage. L'endroit était d'une étrange beauté, comme tiré d'un magazine du National Geographic. Vanitamar, des grappes de huttes où vivaient plusieurs familles de paysans intouchables, des parias. Il y avait un temple, taillé dans le tronc d'un figuier. Ses branches étaient parées de colliers de fleurs desséchées. Juste devant, des fillettes drapées dans leurs saris fixaient Lucas avec curiosité. Il s'approcha, et les quelques mots qu'il prononça en hindi déclenchèrent un concert de rire. L'une d'elles lui prit la main et lui montra une case où des chèvres avaient leurs habitudes. Renonçant à se faire comprendre, le jeune homme pénétra dans la bâtisse et étala son sac à viande sur le sol. Malgré l'odeur, il s'endormit comme une masse. Le lendemain, la chaleur le réveilla. Une brise parfumée s'échappait de la forêt. À quelques pas, un jeune homme, sourire franc et chevelure sombre, inspectait une vieille moto Enfield. Le même visage que sur Skype. « Jaya. Désolé de n'avoir pu t'accueillir hier. Ma bécane est tombée en panne. » Un anglais impeccable, presque sans accent. « Tu dois avoir faim. Je t'offre le petit-déj. » Sur une table basse, 2 feuilles de bananier contenaient leur repas. Une poignée de riz fumant, une galette de blé et un bol de lait, bouillant et sucré à la fois. Il se trouvait dans la plus grande hutte du village, celle du chef. Jaya connaissait tout le monde. Il était né ici. Lucas reposa son bol. « Que voulais-tu me montrer ?»« Les anacardiers, dit-il en léchant ses doigts. »« Les noix de cajou ?»« Exactement. On les cultive partout dans la région. Tu savais que leurs coques fournissent un liquide utilisé dans les systèmes de freinage des avions ?» Plus tard, Jaya lui raconta comment, le jour de son 15e anniversaire, il avait retrouvé sa mère, prostrée devant l'unique vache de la famille, gisant dans la poussière. Elle était prise de convulsions, et une mousse suspecte s'échappait de sa mâchoire. Le lendemain, un vétérinaire déclara que l'animal s'était empoisonné. Une vraie catastrophe. Après avoir vainement recherché une morsure de serpent, Jaya et son père explorèrent les environs. Se fiant aux boues encore fraîches, ils remontèrent un gros sentier qui serpentait au flanc d'une des collines entourant Vanitamar.
Ils atteignirent un immense terrain recouvert d'une couette blanchâtre, les arbres en fleurs. « Qui gère tout ça ?» fit Lucas. « Une société publique, la Plantation Society of Karsagod, PSK. Elle emploie tous les hommes du village. » Jaya s'approcha du Français, l'air grave. « Tout a commencé il y a près de 40 ans, quand l'État a lancé la Révolution verte. »« L'agriculture à haut rendement ?» suggéra Lucas. Hochement de tête de Jaya. L'arrivée des semences génétiquement modifiées a multiplié les productions de thé et de coton par 3, et les paysans ont été incités à abandonner les cultures vivrières pour se lancer dans la monoculture. Le paysage est devenu un vaste garde-manger pour les pucerons et les chenilles. Le début du cauchemar. Et c'est là que les pesticides sont entrés en scène. Exactement. La PSK fit procéder à des épandages et les hélicoptères multiplièrent les rotations. Ce ne fut pas sans conséquence. On retrouvait de temps en temps une bête crevée dans un fossé, et toujours cette mousse bizarre sur les babines. Des écoliers se plaignaient de coliques et de maux de tête. Pour mon père, ça ne faisait aucun doute. Notre vache avait pénétré dans la plantation. Un ingénieur de la PSK proposa même de le dédommager en lui faisant construire une maison en parpaing. Jaya marqua une pause pour resservir le thé. Mon père disait que l'eau de la rivière était également empoisonnée. Comme personne ne l'écoutait, il parvint à réunir plusieurs villageois et tous firent une marche jusqu'au bureau de PSK, à Trivandrum, la cité du serpent sacré. Le dirigeant avait été averti et la police dispersa les paysans à coups de trique. Mon père fut arrêté puis relâché. Quelques jours après, une bande de truands attendit qu'ils redescendent du champ avant de le passer à tabac. On n'a jamais su qui étaient ces malfrats ni qui les avait recrutés. Lucas l'écoutait en silence. Après sa correction, mon père est resté handicapé. Notre famille décida de partir s'installer en ville, dans ces bidonvilles pour être exact. Mais tu n'es pas venu pour entendre mes malheurs. Tu es là pour prendre des photos, pour que le monde sache qui sont les gens à la tête de PSK. Lucas tapota son sac en souriant. Qu'est-ce qu'on attend alors ? Les parcelles d'anacardiers s'étendaient à perte de vue. Les deux hommes se tenaient en haut de la colline. Lucas fit glisser le sac de ses épaules, sortit le dictaphone qu'il confia à l'Indien, puis attrapa son appareil photo. Il fit un premier cliché de Jaya. La noirceur des cheveux contrastait avec le blanc teinté de rose des fleurs d'acajou à pommes et la course des nuages dans le ciel. Jaya enclencha le micro, il parlait toujours en anglais. « Je m'appelle Jaya Pradre. Et je suis né à Vanitamar. Depuis une 12aine d'années, la société des plantations du Karsagod exploite les champs de noix de cajou qui entourent mon village. Les épandages de pesticides ont commencé à ce moment-là. D'abord avec du DDT, puis avec du binarzole. Il s'agit d'un insecticide qui s'attaque aux nuisibles de l'anacardier avant de se dégrader dans l'environnement. C'est du moins ce que racontent les industriels. Jaya parlait tout en marchant. Lucas leva la tête et vit le soleil qui perçait le manteau des nuages. Il distingua un lot d'arbustes qui accrochait la lumière. Nouvelle photo. Les pulvérisations aériennes, poursuivit Jaya, ont lieu 2 fois par mois. Après les épandages, il arrive qu'on retrouve au sol de gros paquets d'abeilles mortes, mais aussi des oiseaux, empoisonnés pour s'être nourris de vers touchés par le pesticide. Les pilotes des hélicoptères sont payés au litre. Ils n'hésitent pas à multiplier les passages. On sollicite parfois des paysans pour affiner l'épandage avec des pulvérisateurs manuels. Leur seule protection, des masques en papier et des gants en toile. Les récipients de binarzole ne comportent ni dessins ni symboles, juste quelques phrases en anglais. Comme les Kisans sont analphabètes, ils n'ont pas conscience du danger. Jaya fit une pause et les 2 hommes se mirent à inspecter les environs de la plantation. C'est Lucas qui fit la découverte. Il s'empara d'un bâton pour soulever un jerrycan qui dépassait d'un buisson. Dessus, lettres vertes sur fond blanc, binarzole. Il le photographia. Jaya reprit son commentaire. Le binarzole n'a fait l'objet d'aucune homologation officielle. C'est juste un succédané du DDT, banni d'utilisation depuis 1972. Notre association a pu démontrer que la compagnie des plantations du Karsagod écoulait des stocks de binarzole auprès de nombreux cultivateurs de la région. La principale réserve du district se trouve à 30 km d'ici, dans une zone franche créée par le gouvernement pour attirer les sociétés étrangères.
C'est la Banque mondiale qui a financé la route qui relie le hangar au reste du village. Lucas fit signe à Jaya. Ils reprirent le chemin de Vanitamar. Sur place, ils se restaurèrent avec des fruits et une boîte de biscuits que Lucas sortit de son sac à dos. Quand ils eurent fini, Jaya lui posa une main sur l'épaule. « Il est temps que nous allions voir ces gens dont je t'ai parlé sur Skype. C'est bien pour cela que tu es venu jusqu'ici. En partant maintenant, on arrivera avant la nuit. On dormira sur place. » Quelques minutes plus tard, Lucas s'installait à l'arrière de la vieille Enfield. Jaya démarra et ils s'enfoncèrent dans la jungle. Le voyage dura 1 heure. Au bout les attendait une vaste clairière au centre de laquelle se trouvait une bâtisse rectangulaire. En guise de toit, de vulgaires plaques de tôle. C'était un dispensaire, entouré d'installations de fortune. Des tentes en toile de jute. Certaines laissaient apparaître le logo de l'UNICEF. Jaya gara sa moto et fit signe à un quinquagénaire, chevelure blanche nouée derrière la nuque, sandales et débardeurs dépareillés. Jaya et le barbu s'embrassèrent avec chaleur. « Je te présente Luigi. C'est lui qui dirige tout ici. »« Italien ?» fit Lucas en serrant la main calleuse. Le briscard lui répondit dans un français approximatif. Lucas comprit vite qu'il se trouvait dans un camp humanitaire qui tenait lieu de maternité, d'accueil d'urgence et de mouroir. Le site avait été fondé il y a 10 ans par une église évangélique coréenne. Elle avait pour habitude d'envoyer dans les endroits les plus dangereux du monde de petits groupes de prédicateurs qui faisaient parfois la une de l'actualité. Quelques mois auparavant, la chaîne CNN s'était émue du sort d'un pasteur et de son épouse, retrouvés égorgés dans un fossé. C'était peu après leur enlèvement dans les montagnes afghanes. Lucas examina les environs. Pour une raison inconnue, les missionnaires étaient partis précipitamment, abandonnant tout leur matériel. Comme la nature avait horreur du vide, une délégation de l'UNICEF avait pris le relais. Elle distribuait des sachets de réhydratation orale après le passage du tsunami sur les côtes du Kerala. L'agence onusienne avait emmené dans ses bagages Luigi, qui jouait les contractuels de l'humanitaire depuis une 30aine d'années. Dernièrement, il avait multiplié les chantiers en Afrique où il assurait une campagne de prévention contre le VIH. Il arpentait la brousse à la tombée de la nuit pour faire le tour des bordels avec un sac à dos débordant de préservatifs. Quand l'UNICEF partit à son tour, Luigi n'était plus une âme solitaire. Il avait rencontré une autochtone qui lui avait donné des jumeaux. L'Italien décida de rester au dispensaire. Il parvint à y attirer un médecin du village ainsi qu'un vétérinaire à la retraite. Avec le temps, d'autres routards firent souche, ils trouvèrent là un sens à leur existence. Lucas et les 2 hommes déambulaient au milieu des abris en toile. « Je voudrais que tu viennes voir ça », dit laconiquement l'Indien en désignant l'arrière du campement. Au pied d'un cocotier où trônait une représentation du dieu Brahma, un grand bivouac était dressé. À l'intérieur, une dizaine de lits métalliques piquetés de rouille. Luigi se posta au milieu des couchettes. Il parlait le dialecte local matiné d'un insupportable accent calabrais. Dans la pénombre, l'ambiance était oppressante, la touffeur de l'air collait à la peau. Une 20aine de gosses étaient allongés. Un garçon de 10 ans à peine était dépourvu d'yeux. Un autre arborait une excroissance de chair à la place de la main droite. Près d'un pilier de la tente, Shruti, une fille aux yeux magnifiques, avait la colonne vertébrale toute tordue. Une cour des miracles en pleine jungle, songea Lucas. Toutes ces malformations sont congénitales, murmura Jaya. Les familles de ces gosses habitent dans des hameaux voisins les uns des autres. Autour d'une plantation d'anacardiers? Jaya hocha la tête. Le Français essayait d'endiguer le flot d'émotions qui montait en lui. C'était le comble de la détresse et de l'abandon. Tous ces gosses sourient pourtant. Luigi discutait avec une jeune femme, tout en caressant le crâne de son petit garçon déformé depuis la naissance. Alors, Jaya se tourna vers Lucas. Son regard brillait. « À toi de jouer maintenant. Personne ne connaît l'existence de cet endroit. Prends toutes les photos que tu veux. Les parents sont d'accord. Que votre association les partage avec des ONG, des journalistes. Le monde doit savoir dans quel enfer ces gens vivent. Un enfer qui a un nom. Binarzol. » Lucas discerna une colère froide dans le regard de l'Indien. En cet instant, ce n'était plus Lucas que Jaya voyait, mais la silhouette boiteuse de son père, errant au milieu de Vanitamar. Lucas réalisa une 30aine de clichés. Le dernier, un gros plan du visage de Shruti avec son regard de cristal. Belle comme une princesse,
Jaya, cette dernière est rien que pour elle. L'Indien traduisit ce que Lucas venait de lui dire. La frimousse se fendit d'un large sourire. Il avait besoin de digérer ce qu'il venait de voir. Il fit quelques pas à l'écart. Une brise agitait les frondaisons des palmiers. Au-dessus de sa tête, il perçut un bruissement étrange. Un envol de chauve-souris, les ailes drapées de cuir. Il les suivit du regard et songea qu'il devait transmettre ses photos au plus vite. Si la plantation apprenait sa présence, il ne serait pas en sécurité. Qu'on lui confisque son matériel et son long voyage auraient été vains. Il devait rejoindre Bombay sur le champ. Debout devant son armoire, Benjamin passa de longues minutes à ranger ses dossiers. C'était inutile car tout était impeccable. Il procédait mécaniquement, l'esprit ailleurs. Son bureau était comme son caractère, placide et bien ordonné. Il le quitta pour rejoindre celui du médecin-chef, Dominique Bonpas. Il le trouva abîmé dans une problématique budgétaire à tiroirs multiples dont l'administration avait le secret. Les deux hommes se connaissaient de longue date. Bonpas avait été son directeur de thèse pour l'obtention de son doctorat d'État en médecine. Mention très honorable avec félicitations du jury. Le vieux professeur avait travaillé avec son cardiologue de pair lorsque ce dernier officiait dans l'Ouest parisien. C'était avant qu'il ne disparaisse tragiquement et que Benjamin opte pour la psychiatrie. Avec son éternel nœud papillon mauve, il avait servi de balise dans la tempête. Aujourd'hui, à en juger par la mine de son collègue, le malheur faisait son grand retour. Benjamin s'installa dans le bureau où certains soirs, quand le personnel de jour avait quitté l'infirmerie et que seuls les cris gutturaux d'un patient troublaient l'obscurité, il devisait sur la folie du monde. Que se passe-t-il ? Mon frère est décédé. Un accident, semble-t-il. En Thaïlande. Bonpas recula dans son fauteuil. Merde alors. La confusion sur son visage. Toutes mes condoléances, Benjamin, si je peux faire quelque chose. L'autre secoua la tête. Il peinait à croire ce qu'il venait de dire. Tu vas devoir aller là-bas ? Non, le type de l'ambassade dit qu'il s'occupe de tout. Bonpas vint lui presser affectueusement l'épaule. Prends tout le temps qu'il te faut. On se débrouillera sans toi. Benjamin fixait une photo sur le mur. Une croisière aux Seychelles en 2009. Les couleurs pâlissaient. Ne reste pas seul ce soir. Viens dîner à la maison. Jacqueline sera contente. Il était perdu dans ses pensées. Les sons lui provenaient déformés. C'est gentil, mais je préfère rester seul. Demain soir alors. Entendu. Avant de quitter la pièce, Benjamin marqua une pause. Les souvenirs l'enveloppaient. On ne se parlait plus depuis si longtemps, lui et moi. À la longue, je m'y étais habitué. Toutes ces années, c'est flou. La voix de Bonpas, affable. Tu pourrais appeler Claire. Il fit la moue. Nous ne sommes plus ensemble. Merci de ta sollicitude. Pour rejoindre son domicile, un 3 pièces dans une rue tranquille de Montreuil, il ne prit pas le métro. C'était exceptionnel, car d'ordinaire, il évitait d'emprunter les rues d'Alcar, de peur de croiser un chien sans laisse. Benjamin souffrait de cynophobie aiguë, une terreur qui remontait à son enfance. Une bande de gosses avait fait de lui leur souffre-douleur. Prétextant un jeu, il l'avait attaché à un arbre et laissé là 1 heure durant. C'était le soir, à proximité d'une cabane où vivait un marginal, entouré de chiens. Attiré par ses pleurs, l'un d'eux s'était approché et l'avait mordu. La marque était toujours là. Aujourd'hui, le besoin de marcher était le plus fort. Durant la soirée, il sortit de son portefeuille la carte de visite de Duthor et la posa en évidence près du téléphone. Il appellerait demain pour les formalités. Il se remplit un verre d'eau auquel il ajouta quelques gouttes de jus de citron. Sa mère procédait ainsi, avant d'avaler ses médicaments. À force de lui préparer cette boisson et de la voir allongée sur son lit de fièvre, il avait conservé cette habitude. L'eau citronnée calmait ses angoisses. Il s'assit au bout du canapé. Son esprit errait dans la pièce. D'abord sans but, puis il comprit qu'il cherchait une trace de Lucas, la preuve qu'il avait existé. Carte postale sur le frigo, livre ouvert ou vieille photo, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien.
Le ciel était d'encre, un grand feu crépitait au centre de la clairière. Luigi vint jeter des branches de santal dans les flammes qui grésillèrent en libérant des effluves aromatisés. Lucas remonta la fermeture de sa polaire. Jaya fixait le brasier en silence. Un jeune homme à l'allure de surfeur fit circuler une bouteille de Jack Daniels et une Hollandaise surveillait des bananes qui cuisaient dans l'âtre. Au fil de la soirée, l'alcool aidant, l'Italien se fit plus disert. Lucas en profita pour l'interroger sur le sort des gamins. L'Italien parlait en curant sa pipe. Le plus souvent, les mères font des fausses couches, ou bien les bébés décèdent quelques jours après leur naissance. Les atrophies des membres sont une des tares congénitales occasionnées par le binarzole. Cette saloperie provoque aussi des dégâts du foie et l'apparition de cancer. Dans les heures qui suivirent, Lucas et son ami peaufinèrent les détails de la grande réunion qui devait rassembler chefs de village et paysans. À cette occasion, le Français prit la parole pour évoquer son action au sein du réseau Varela, une association qui luttait contre l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Il dispensa de nombreux conseils, et l'auditoire se montra attentif. Le lendemain, Jaya conduisit Lucas jusqu'à Cochin, à l'arrière de sa moto. Les deux amis se séparèrent dans le quartier d'Ernakulam, convaincus qu'ils resteraient en contact. Lucas avait en poche l'adresse d'une association où travaillait un ancien chercheur de Bombay. Son nom était Prasanna. Lors de la réunion en forêt, des militants n'avaient pas tari d'éloges à son sujet. Un nouveau point de chute. Lucas avait besoin d'un cybercafé pour transmettre ses documents. Il le trouva au sous-sol d'une auberge de jeunesse. Assis devant son ordinateur, il sortit de son portefeuille une carte mémoire qu'il clipa dans un boîtier doté d'un port USB. Ensuite, il se rendit sur Internet et ouvrit une messagerie dont les serveurs se trouvaient en France. Il créa un nouveau message et plaça en pièces jointes les photos des enfants handicapés et du jerrycan de binarzole. Dans les pays émergents, ce produit était distribué à travers un circuit opaque. Le réseau n'était jamais parvenu à se procurer une image du récipient, encore moins de l'étiquette. Mais c'était du passé. La photo prouvait que cette saloperie était fabriquée en Inde. Lucas prit garde de ne pas expédier le message, lequel ne comportait aucun titre. De simples images en pièces jointes. Il avait sauvegardé le tout dans le dossier brouillon avant de se déconnecter. Les ONG appellent ça la technique de la boîte aux lettres morte. Ouvrir un compte de messagerie dont le nom d'utilisateur et le mot de passe n'étaient connus que de deux personnes, l'expéditeur et le destinataire. Le second pouvait accéder aux photos sans qu'il fût nécessaire au premier de les envoyer sur la toile. Un stratagème utile contre les Big Brothers de tout poil. Une fois le brouillon sauvegardé, il se déconnecta de la messagerie et récupéra la carte mémoire qu'il dissimula dans une couture de son sac. Benjamin se rendit au siège de la direction de la coopération internationale de la police. Il allait revoir Lucas une dernière fois, même si c'était à travers une photo. Elle serait terrible, comme peut l'être celle d'un homme qui a séjourné plusieurs jours dans l'eau. À la DCI, on lui communiqua l'adresse où vivait son frère, obtenue auprès de la compagnie aérienne. Un 2 pièces dans le 20e arrondissement. Selon les policiers, Lucas avait acheté 2 billets. Un aller et un retour. Un officier le fit entrer dans son bureau en compagnie de Jean-Pierre Duthor. Le premier lui présenta la photo. Cliché brut, en noir et blanc. Un visage tuméfié. Benjamin reçut un direct en plein cœur. Il tenait l'image à 2 mains et voulait ne rien laisser paraître de ses émotions. Une seconde nature. Il n'avait qu'un mot à dire, mais ce fut trop. Il rendit la photo et hocha la tête avec une infinie lenteur. Le bureau était glacial. Le policier toussota. « Nous pensons que votre frère a été agressé. Cette noyade n'est pas accidentelle. » Le cauchemar continuait. Agressé ? Mais comment ? Qui ? Le flic fit un geste pour montrer qu'il gérait toutes les données du problème. Une enquête est en cours. La DCI vous tiendra au courant de son déroulement. Les Thaïs sont des gens méticuleux et les attaques contre les touristes sont prises au sérieux. Le pays a besoin de devises. Benjamin tentait d'imaginer les derniers instants de Lucas. Fut-il surpris par la mort ou bien, et c'était probable, était-il parti dans une terreur folle, en proie à d'horribles souffrances ? Hanté par ces hypothèses, sa déposition fut brève. Il ignorait tout des relations de son frère, qui avait emprunté bien des chemins depuis que leur père s'était suicidé.
Pour la famille, ce fut un choc. Mais Lucas ne s'en était jamais remis. Cette fin tragique ne pouvait qu'être le fruit d'un complot, orchestré par des groupes pharmaceutiques à coquiner avec le milieu. C'était à la limite de la cohérence. Mon frère avait un caractère passionné, mais il était aussi fragile. En parler au passé, déjà. La suite, Benjamin la débita d'un ton monocorde, comme s'il lisait le tableau clinique d'un patient. Après la disparition de notre père, il s'est mis à fréquenter un groupe écologiste dont j'ai oublié le nom. Il ne m'a jamais présenté de fille, à part Marion. Mais elle est décédée, elle aussi. Une leucémie foudroyante. Pour Lucas, la coupe était pleine. Ses discours sont devenus clairement paranoïaques. J'ai eu l'occasion de visiter le domicile qu'il occupait à l'époque. Il y régnait un fatras sans nom. On aurait dit le repère d'une cellule révolutionnaire. Le policier cessa de taper son compte-rendu. Il souffrait de troubles psychiatriques. Benjamin croisa les bras, embarrassé. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi la psychiatrie. C'était ma façon de gérer la disparition de nos parents. Lucas n'a pas eu cette chance. Il a glissé dans la confusion. Une pause. La mauvaise conscience est de retour. Tu croyais t'en être débarrassé? J'ai beaucoup hésité avant de proposer à un collègue de l'examiner. Lucas s'y est violemment opposé, alors j'ai rempli une demande de placement. Le flic releva la tête. Vous l'avez fait interner? Il avait besoin de soins. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait hospitaliser son propre frère, vous savez. Benjamin reprit sa respiration. Ils ne l'ont gardé que 2 semaines, mais après sa sortie, je n'oublierai jamais notre dernière discussion. Il me haïssait. Et ensuite, demanda le policier. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Une arrière-cour vétuste, quelques platanes et d'innombrables touffes herbeuses jaillissant au milieu des pavés. L'appartement était situé au dernier étage d'un ensemble qui avait contenu des ateliers de confection après-guerre. C'est calme. Dans le hall, le bruit d'un aspirateur et ce tourne-disque quelque part qui diffuse de la musique d'hier. Sur la boîte aux lettres de son frère, un gros autocollant, pub non merci. Il allait s'engager dans la cage d'escalier quand un grognement caractéristique lui fit dresser les cheveux sur la tête. Un chien. Il se figea au milieu du couloir. La peur panique qui revient, comme toujours. Où est-il? Un gros. Les mains moites, Benjamin se blottit derrière une poubelle, à l'entrée du local à ordures. Il cria. Au bout d'un moment, le visage de la concierge apparut à travers la porte de sa loge. « C'est votre animal » gémit-il. « Qu'est-ce qui vous arrive » Benjamin se redressa en époussetant son pantalon au niveau des genoux. « Les chiens me font peur » avoua-t-il. « Maki est gentil. » Tous les propriétaires disent ça. Je peux passer devant votre loge sans qu'il me saute à la gorge. Elle détailla cet homme à l'élégance surannée, un binoclard qui vivait certainement dans une bibliothèque à l'écart de ses congénères. Une vie pas si éloignée de la sienne. « Vous n'avez rien à craindre, je vous dis. » Sa voix s'était adoucie. Benjamin lui présenta une carte d'identité. Il dit les choses comme elles lui venaient. Lucas avait eu un accident. Il fallait faire un état des lieux avant de prendre contact avec le notaire. La concierge, qui se nommait Velasquez, ne gardait pas un souvenir impérissable de son frère. Il y a quelques jours, d'autres personnes avaient demandé après lui. Des jeunes gens, à l'allure franchement décontractée. Benjamin récupéra la copie des clés. Installé sous les combles, l'appartement avait du cachet. Mais pour l'agencement, c'était une autre affaire. Benjamin ne fut pas surpris. Dès l'entrée, on débouchait dans une pièce qui faisait office de salle de séjour et de chambre à coucher. Au centre, une planche montée sur des tréteaux et recouverte de dossiers. Au milieu, surnageant parmi les brochures, des coupures de presse et des feuillets remplis de notes à l'écriture patte de mouche. Une unité centrale et un écran d'ordinateur. Une cellule révolutionnaire. Rien n'a changé, tu vois. Au fond, une kitchenette et un panier en osier dégueulant de linge sale. Des taches d'usure sur la moquette. Benjamin n'osait rien toucher. Toute cette poussière le dégoûtait. Il prit un mouchoir en s'approchant d'une bibliothèque croulante de livres.
Des ouvrages philosophiques ou scientifiques principalement. Un sujet de prédilection, les pesticides et leur incidence sur l'environnement. Les pages étaient pleines de papillons adhésifs. Sur un rayon, une photo de Lucas, chemise élégante et badge autour du cou. On devinait à l'arrière une salle de conférence et tout au fond une estrade, soulignée d'une banderole « Symposium international sur les effets à long terme des défoliants et herbicides épandus au Sud-Vietnam par l'armée américaine, Hanoï, 13-20 mars 2003. » Lucas exprimait sa joie de vivre. C'était quand la dernière fois que tu l'as vu sourire? À côté de la bibliothèque, son frère tomba sur une armoire qui contenait du matériel d'escalade avec baudrier et grosses cordes. Il y avait aussi des tenues NRBC blanches avec des masques. Merde, t'avais quand même pas rejoint une secte. Comme ces Japonais qui ont balancé du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Benjamin trouva plusieurs pancartes démontées avec des slogans anti-OGM. Des drapeaux aussi, frappés d'un grand logo. Un hibou perché sur la terre. Au-dessus, ce titre tiré d'un mauvais film de série B, Les Guetteurs. Il contempla le rapace d'un air triste. Mon pauvre frère, dans quoi t'es-tu embarqué? Dans la même veine, de grosses affiches associatives dénonçaient l'utilisation de pesticides et leur impact sur l'environnement. Combattez les 12 salopards du réseau d'action contre les pesticides. Ou la campagne Vigitox de Greenpeace. Benjamin avisa l'ordinateur. Il l'intriguait. Tentative pour l'allumer. Merde, un mot de passe. T'es bien le seul à jamais en utiliser, mon pauvre vieux. Il se tourna vers le téléphone. Le voyant du répondeur clignotait. Il appuya sur une touche et fit défiler l'unique message. Une voix féminine. Lucas, c'est encore moi. Toujours pas de nouvelles. Je m'inquiète. Allez, rappelle vite. Une collègue? L'enregistrement datait de la semaine dernière. Benjamin embrassa la pièce du regard. Près d'un matelas futon, des dizaines de photos en noir et blanc. C'est toi qui les as prises. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.